La presse est libre depuis plus d'une décennie sur le plan juridique au Togo. Théoriquement, les facteurs d'une presse libre sont connus. Pour aller vers une presse libre, c'est d'abord le journaliste lui-même. Travailler avec beaucoup plus de responsabilité en respect avec les règles éthiques et déontologiques de notre métier. Deuxième, avoir un environnement qui nous permet d'exercer au mieux, sans trop de pesanteur. Troisièmement, c'est avoir aussi des acteurs qui sont des consommateurs de la presse, qui soient d'abord de bons consommateurs et ensuite qui soient aussi exigeants. Mais sur le plan professionnel, la liberté de la presse semble être une lueur de raison selon les professionnels de ce corps de métier. Les causes financières au premier rang parmi d'autres. Une forme d'esclavagisme des journalistes de la presse togolaise. Nous sommes maltraités, nous sommes mal payés sur les lieux de reportage. On ne vous respecte pas parce que tous les confrères se bousculent à la signature des papiers pour prendre 5 000, 3 000, des fois 2 000. Mais ça aussi, c'est un élément contre lequel il faut lutter pour garantir l'intégrité et la liberté des journalistes togolais. Dans le monde de la presse, il y a aussi ces genres de divergences ou de diversité de traitement dans les ventes, dans l'accès à la publicité et aussi dans l'accès aux politiques nationales parce que la presse en ligne n'a pas encore accès à l'aide de l'État à la presse comme la presse traditionnelle. La femme n'a pas accès des fois à certaines informations. Oui, la femme est des fois marginalisée. Des fois, la rédaction. Lorsque vous écrivez, si vous-même vous n'êtes pas mûr, si vous n'avez pas une formation adéquate, ça constitue un frein à la rédaction de votre dossier. Si le journaliste est économiquement et financièrement indépendant, il est libre, il ne travaille pas sous le joug d'une certaine pesanteur et vous allez voir que le produit sera d'abord un produit qui est juste, un produit qui est plus équitable, équilibré et un produit qui est mieux consommable. Et c'est la nation qui gagne parce que quand les citoyens sont bien informés, eh bien, vous allez voir que la nation en tire profit parce qu'on aura de bons citoyens. L'indépendance financière reste l'idéal à atteindre par les entreprises médiatiques au Togo comme dans plusieurs pays africains pour une véritable liberté de presse. Nous lançons en même temps un appel à l'endroit de toutes les parties prenantes, les institutions nationales, internationales, le gouvernement, les autres formes de parties prenantes comme les organisations de la société civile, d'aider la presse dans son ensemble à être davantage plus indépendant. Et quand nous sommes davantage indépendants économiquement, vous allez voir que nous allons exercer davantage plus professionnellement notre métier. La presse, quatrième pouvoir, doit s'affirmer sur tous les plans et user de ses prérogatives. Les professionnels y trouveront un réel épanouissement. Se mettre à couvert et ne plus bouger. Voilà le message qui serait envoyé par téléphone aux entreprises, aux agences gouvernementales et aux particuliers en cas de risque de tremblement de terre. Le Centre de coordination d'urgence de Seattle teste actuellement ce système dans le nord-ouest des États-Unis. Ça permettra de donner aux gens le temps d'effectuer les premiers gestes de protection, se baisser, se cacher et attendre. Ça leur évitera de prendre l'ascenseur ou permettra à des chirurgiens d'arrêter d'opérer à temps. Ça pourra sauver des vies et protégera plus de propriétés. Pour les tremblements de terre légers, le signal ne retentit que 15 à 30 secondes avant les premières secousses. Mais dans le cas d'un tremblement de terre majeur, de magnitude 9 ou plus, le signal peut être donné 5 minutes à l'avance. Au cœur du système, des centaines de capteurs répartis dans le sol et en mer, dans la région du nord-ouest des États-Unis. Le système d'alerte fonctionne grâce à nos sismomètres. Le capteur le plus proche du tremblement le ressent en premier. On estime le niveau de la secousse grâce à la vague la plus rapide. Et on calcule ensuite le tremblement que cela engendrera. On transmet l'information aux gens qui doivent se protéger. Plus de 1000 tremblements de terre sont enregistrés dans l'État de Washington chaque année. La plupart ne sont pas ressentis par les habitants. Désolé. On aurait pu ressentir ça, c'était le système d'alerte en fait. Le système d'alerte ne sera pas disponible avant au moins 1 an.
La course contre la montre est enclenchée. Un tremblement de terre de magnitude 9 ou plus touche la région du nord-ouest des États-Unis en moyenne tous les 240 ans. Le dernier s'est produit il y a plus de 300 ans. À seulement 12 ans, Othman a déjà un travail à temps plein. Sa famille a fui les bombardements dans la Ghouta pour s'installer dans une zone industrielle du sud de Damas. Depuis, sa vie a complètement changé, des livres de classe à l'huile de moteur. Depuis le début des événements, mon père s'est affaibli et nous avons commencé à aider nos parents, mon frère et moi. C'est comme si nous étions devenus des adultes, avec des enfants à notre charge. Nous donnons notre salaire à nos parents. D'autres ont fait le choix de prendre les armes. Yasser Nabhan a même perdu une jambe à cause de la guerre. Avant, il avait un magasin de tissus dans la vieille ville d'Alep. Mais dès le début du conflit, il a rejoint une brigade rebelle. J'avais des clients en dehors de la Syrie, au Soudan, en Libye, en Irak. Mais à cause de la guerre et des bombardements arbitraires du régime, le marché a été complètement dévasté. On ne peut même plus entrer dans la ville, où j'ai pourtant beaucoup de souvenirs. Les rues sont menacées par les francs-tireurs et les bombardements à l'aveugle. Nombreux sont les Syriens qui ont préféré fuir le pays par sécurité. Khaled Halani a quitté Damas il y a 2 ans pour aller au Liban voisin. Depuis plus d'1 siècle, sa famille fabriquait des oud, une guitare traditionnelle arabe. Khaled souhaite poursuivre la tradition familiale, mais sa production a chuté de plus de 80%. Nos conditions ne nous permettent pas de nous projeter vers l'avant, nous vivons au jour le jour. Mais si nous voulions penser à l'avenir, nous avons tous envie de rentrer chez nous. Grâce à Dieu, nous pourrons reconstruire tout ce qui a été détruit parce que nous en avons la volonté. Le conflit syrien a déjà fait plus de 270 000 morts et forcé des millions à fuir les combats. Une patrouille à l'œuvre, en pleine guerre de l'eau. Ce réservoir est la principale source d'eau potable de la ville de Tikamgarh en Inde, sévèrement frappée par une vague de sécheresse. La municipalité a dû embaucher ses hommes armés pour le protéger contre les fermiers de l'État voisin, qui volent de l'eau pour leurs champs. Les températures atteignent des niveaux records pour cette période de l'année, et la ville n'est approvisionnée que tous les 4 jours. On n'a jamais vu ça à Tikamgarh. Cette fois, il y a une crise de l'eau grave dans toute la région du Bandoulkand, et particulièrement dans la municipalité de Tikamgarh où c'est pire. On fait de notre mieux pour protéger l'eau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec nos fusils. D'après le gouvernement, 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse, soit 1/4 de la population indienne, et particulièrement dans les campagnes. Tandis que les rivières et les puits s'assèchent, plusieurs mairies ont dû rationner l'eau. Le niveau de l'eau n'a pas arrêté de baisser ces 6-7 dernières années dans la région de Bandoulkand, parce que le niveau des pluies a été inférieur à la normale pendant 7 à 8 ans d'affilée. Mais nous espérons que cette année, nous allons avoir de bonnes pluies et que le niveau de l'eau va revenir à la normale. Même si les experts prédisent de bonnes moussons cette année, certains ont arrêté d'espérer. Comme des milliers de personnes, ce fermier de 32 ans a quitté ses champs pour aller travailler en ville, à 4 heures de route de son village natal. Ses champs sont restés stériles ces 3 dernières années. Ma mère vit avec moi et je m'occupe aussi de mon petit frère et de mes enfants. Je fais des petits boulots, parfois il y a du travail, parfois non. On ne peut pas manger tous les jours, on doit survivre avec un seul repas tous les 2 jours. Les autorités indiennes ont débloqué des fonds pour les régions affectées, car la crise de l'eau, qui tue récolte et bétail, pèsera à terme sur l'économie du pays, où le secteur agricole emploie 60% de la population. Ce bateau de la marine mexicaine recherche des trafiquants de poissons. Dans les eaux du golfe de Californie, des braconniers pêchent illégalement le totoaba, un poisson en voie d'extinction dont la vessie natatoire se vend à prix d'or en Chine. C'est une mission de surveillance quotidienne et c'est comme ça qu'on récupère 5 ou 6 filets tous les jours. Au Mexique, une vessie de totoaba se vend au noir environ 1 500 € et peut atteindre entre 10 000 et 20 000 € en Asie.
Sur les marchés de poissons de Hong Kong, certains vendeurs disent en avoir en stock, mais ne plus les exposer par peur des autorités. Le produit est interdit à la vente partout dans le monde. Consommée en soupe, la tête du totoaba est censée guérir toutes sortes de maladies, comme l'arthrite ou certains problèmes de grossesse. Son taux élevé de collagène permettrait aussi de regonfler la peau. La demande est en Asie et c'est extrêmement important que l'Asie arrête cette demande. La pêche clandestine dans ce golfe a déjà mené à la quasi-extinction de la vaquita marina, le plus petit marsouin du monde. En 2014, une étude a révélé que cette espèce pourrait disparaître d'ici 2018. Il restait moins de 100 marsouins dans le secteur, contre 200 2 ans plus tôt. Le gouvernement mexicain et une ONG ont alors commencé à traquer les contrebandiers qui utilisent des filets dérivants. Depuis que l'armée s'occupe de patrouiller et que nous aussi on est ici pour les aider et pour patrouiller avec eux, la situation s'est beaucoup améliorée. Il n'y a plus de pêche illégale pendant la journée. Maintenant, c'est important qu'on renforce les efforts la nuit. Les pêcheurs ont été associés à cette lutte contre le braconnage. Une coopérative de pêche de San Felipe au Mexique a négocié une indemnité du gouvernement pour cesser de pêcher toutes les espèces. Le président de ce groupe refuse que la responsabilité de la disparition de la vaquita soit attribuée aux pêcheurs, mais il dit comprendre la nécessité de prendre ces mesures. Si c'est le seul moyen, alors il faut le tenter. Pour qu'on ne se retrouve pas demain sans que ni le secteur pêcheur, ni le gouvernement n'aient tenté de sauver une espèce. Cette lutte contre la pêche illégale a déjà permis de récupérer plus de